allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de mes lectures du mois. Et avant de refaire cette petite pile avec tous les livres que j'avais remis dans la bibliothèque, je vous avoue que j'ai eu un petit coup de stress parce que dans le tas j'avais déjà mis une première brique et j'ai prévu beaucoup de briques pour ce pumpkin si vous avez vu ma vidéo. Et pareil, c'était à côté la reprise du boulot, de la rentrée, donc il y a plein de choses à préparer pour des projets ou quoi. J'avais plein de rendez-vous en dehors, bref, j'ai eu moins de temps de lecture. Et du coup j'avais peur de ne pas avoir grand chose à vous proposer aujourd'hui. Mais voilà, je crois que normalement ça a l'air d'être assez similaire au final à d'habitude. Et du coup on va commencer tout de suite avec le premier livre pour que je vous donne mon premier avis parce qu'on est quand même là pour ça. Donc tout d'abord le premier c'est la dernière lecture du mois d'août. Comme d'habitude il y a toujours ce petit décalage comme ma lecture en cours ici c'est le temps des sorcières et donc ce sera pour mon bilan suivant. Mais donc pour août j'ai clôturé les grandes vacances avec l'Empire des femmes, donc Ténéros le tome 2 de Cassandre Lambert. Alors Cassandre Lambert, si vous n'avez pas lu ses livres, le nom vous dit peut-être sûrement quelque chose actuellement puisqu'elle participe à l'émission en cours, à la saison en cours de Koh-Lanta et que clairement elle est juste complètement maudite avec les boules noires et donc ça fait quand même beaucoup parler d'elle, la pauvre, franchement. Et franchement je la soutiens de tout mon cœur, mais qu'est-ce qu'elle me fait de la peine à chaque fois que je regarde. Mais bref, ici donc on parle de ce second tome, donc c'est une duologie. Et le résumé nous disait « Adona et Hélios échouent sur Ténéros, l'île des hommes. Prisonnière de ce territoire, Adona découvre qu'elle est la pièce maîtresse d'un plan pour mettre fin à la domination des femmes. De son côté, Hélios trouve enfin les siens, la libération des hommes va pouvoir commencer. Mais la révolution peut-elle se mettre en marche sans déclencher de guerre ?» Alors, honnêtement, j'ai un peu moins aimé ce deuxième tome que le précédent parce que les points qui m'ont un petit peu déçue, c'est ceux en fait que j'attendais vraiment dans cette suite. Donc les points en question, c'est que donc le premier tome, pour mettre un petit peu quand même en contexte, on était sur une société où vraiment c'était les femmes qui dominaient, qui avaient le pouvoir, c'était du coup le matriarcat plutôt que le patriarcat, mais vraiment les hommes ils étaient vraiment à la condition d'esclaves du coup dans cet univers. Et clairement, s'il y avait un tome 2, qu'ils avaient décidé de scinder en duologie, c'était pour faire tome 1 vraiment les femmes au pouvoir, et le tome 2, du coup, renversement de la société, de son fonctionnement ou quoi, et que les hommes puissent aussi être au pouvoir, ou au moins, idéalement, à un niveau équilibré. Et en fait, du coup, une bonne partie de l'histoire se passe ici à Ténéros, qui est donc l'île des hommes, où ils sont retenus en esclavage, etc., où du coup Adona est emmenée aussi plus ou moins de force, plus de force sur place ou quoi. Et donc je m'attendais quand même à avoir beaucoup d'événements, de choses qui se passent vraiment sur cette île. Et au final j'ai trouvé que ces parties-là étaient assez expéditives en fait. Où il y a quand même pas mal de passages qui se passent là, c'est pas ça non plus. Mais où vraiment les péripéties qui se déroulent là-bas étaient quand même très faciles. C'est ça en fait, il y avait beaucoup de facilité sur tout ce qui se passait sur l'île, sur le changement de point de vue de certains personnages, etc. où on aurait pu avoir beaucoup plus de résistance dans le fonctionnement et en fait finalement ok j'ai une révélation et donc j'accepte ça directement, ce genre de choses. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de facilité pour cette suite par rapport au tome 1 qui a vraiment pris le temps de placer l'univers, etc. Et donc j'ai été un petit peu déçue de ce côté-là. Parce que je sais pas, j'attendais plus de prise de risque vraiment de la part de l'auteur. J'ai trouvé cette suite un petit peu trop lisse par rapport à ce qu'elle laissait prévoir au tome précédent. Et du coup, même s'il y avait vraiment beaucoup de péripéties, j'ai trouvé ça assez simple, assez couru d'avance. J'ai pu prévoir quand même beaucoup de choses aussi dans le déroulement de l'histoire. Et j'aurais aimé être un petit peu plus surprise, j'aurais aimé que les héros peinent un petit peu plus. Que vraiment, ils restent un peu plus ancrés peut-être dans leur fonctionnement, surtout quand ils étaient drillés depuis la naissance sur certains points. Et là, je sais pas, ça roulait un petit peu trop facilement.
À côté de ça, j'ai bien aimé en fait justement parallèlement les personnages. Alors Elio, je trouve qu'il était un petit peu en retrait et que vraiment il servait plus qu'autre chose à Donna ici, alors que bon, on arrive sur son île, il est en terrain connu pour le coup, il retrouve forcément plein de connaissances, etc. Et c'est Adonna qui se retrouve plongée dans cet univers-là. Et par contre, donc voilà, je trouvais que son changement à elle était trop rapide, pas suffisamment crédible non plus. Mais du coup, à côté de ça, voilà, j'ai bien apprécié le fait que elle voulait remettre les choses voilà, en cause, qu'elle voulait se prendre en main, vraiment être active dans ce changement, etc., etc. Et donc ça donnait un personnage quand même plus fort. Et donc voilà, je peux pas cracher dessus non plus. Mais j'ai pas toujours trouvé ça hyper équilibré. Par contre, j'ai beaucoup aimé en vrai son duo avec Helios, dans le sens où vraiment ils sont hyper soudés pour le coup. Leur relation, pareil au niveau forcément amour ou quoi, ne prend pas vraiment le pas sur le reste de l'histoire, et ça pareil j'ai beaucoup apprécié. Et à certains moments je l'ai trouvée même belle parce que ils sont quand même dans un univers très dur, très sombre ou quoi. Et du coup leur relation apporte ce contre je ne trouve pas le mot, mais voilà, apporte ce côté de tendresse, de douceur ou quoi, qu'on ne retrouve pas forcément dans l'univers, donc c'était encore assez chouette à suivre en comparaison. Et alors pareil, en dehors du coup de ce petit couple, j'ai beaucoup aussi aimé retrouver le personnage de Sirène, que elle reste du coup dans le tome 1, du coup dans la ville qu'il y avait précédemment, j'ai oublié le nom, c'est... Septemcia, je sais plus exactement. Mais bref, elle reste dans la ville où du coup ce sont les femmes qui dominent. Au début de l'histoire, enfin de ce tome, elle est encore plus révoltée par les hommes du fait que Adonna, on l'a un peu contrainte à partir, enlevée, etc. Et donc elle a vraiment cette haine des hommes. Et elle, je trouve que pour le coup, elle était beaucoup plus crédible dans son évolution. Elle va continuer à creuser aussi, à essayer d'avoir certaines réponses justement de où se trouve Adonna. Et donc d'autres révélations vont arriver en même temps qu'elle creuse, et donc son regard change vraiment progressivement, et je trouve était donc beaucoup plus crédible. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle fait de son côté, la manière dont elle va interagir, avoir des répercussions sur l'histoire, etc. Donc pour le coup j'ai trouvé beaucoup plus chouette que dans le tome 1. Et donc voilà, dans l'ensemble, ça reste une bonne lecture, ça reste une bonne duologie que je vous conseille. Je crois que je lui ai mis 15 sur 20 et 16 sur 20 et 15 sur 20 du coup pour celui-ci, si je dis pas de bêtises. Mais franchement, je vous le disais tantôt, ça se lit tout seul, c'est écrit grand, c'est rapide, il y a beaucoup de dialogue, etc. Et donc franchement non, il valait le détour. Il y a quand même beaucoup de questions justement sur l'égalité homme-femme qui sont quand même soulevées dans ce récit. C'est pas totalement lisse non plus de ce côté-là. Et donc voilà, il y a quand même des messages qui sont intéressants à avoir, et j'ai beaucoup aimé du coup ce côté-là. Et pour le coup, même si je ne suis pas sûre qu'ils resteront à long terme dans la bibliothèque, voilà, je ne regrette pas de les avoir lus, de les avoir achetés, etc. Du coup, je recommande quand même. Ensuite, les choses se sont corsées parce que je vous avais prévenu, je comptais absolument sortir de ma palle Nevernight, donc ici le tome 1 qui fait déjà bien 750 pages passées, puis après on va passer vers les 800, puis 900 et ainsi de suite. Je n'ai toujours pas de résumé à vous proposer ici, mais globalement, juste pour vous remettre le contexte, on suit Mia Corvair qui devient orpheline parce que dès les toutes premières pages, je ne spoil pas grand chose, on va assassiner son père, on va assassiner enfin, il va arriver des choses à sa mère, mais bref, voilà, elle va en être séparée. Et pareil pour son petit frère, où du coup il est encore plus ou moins bébé, et du coup il part avec sa mère, et elle se retrouve totalement seule. Et de là, son père a été assassiné pour une question très scabrue, nébuleuse, etc. au début. Ici on va suivre toute une histoire de vengeance, vu que Mia va intégrer l'école rouge, l'institut rouge, j'ai oublié le nom exact, pour devenir du coup assassin. Et donc ce premier tome se consacre vraiment sur sa formation d'assassin. Ça c'est l'idée générale. Alors, c'est une sacrée brique, et c'est pas écrit tout petit non plus. Bon, quoi que ça va encore, ça va encore.
je serais mauvaise langue. Et j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Il m'a pris pratiquement 2 semaines à lui seul. Et j'ai bien aimé. Voilà, on va commencer par ça. J'ai bien aimé. Je lui ai mis, je pense, 17 sur 20. Ce qui est un bon début, il me semble. Mais il y avait quand même quelques défauts. Alors, on m'avait bien prévenu, et je préfère vous prévenir aussi à mon tour, c'est que le début est très 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 lent. Enfin, l'univers met vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Alors, c'est un univers qui est quand même assez dense, et donc c'est logique que pour ce genre de fantasy assez sombre ou quoi, bah ça, voilà, on va pas le faire en 50 pages. Mais vraiment, j'ai dû attendre 150, même plus de 200 pages, je pense, pour que Mia intègre justement cette école d'assassins. Et puis après, bah, il y a forcément toute la formation, donc ça c'est très chouette à suivre. Mais j'ai vraiment peiné au début parce que, enfin en tout cas pour ma part, j'ai eu du mal à voir vers où on se dirigeait. Enfin voilà, ce que l'auteur attendait, prévoyait, etc. J'étais un petit peu dans le flou. Et du coup c'était quand même très très lent, c'était par étapes, voilà, elle errait un petit peu, elle est reprise par quelqu'un, mais on n'en apprend pas plus que ça, etc. Et ouais, vraiment, j'ai trouvé ça très long. Je pense honnêtement que J. Christophe aurait pu raccourcir cette partie-là. Peut-être redonner quelques infos, même par la suite, ce serait mieux passé ou quoi. Mais il m'a un petit peu perdue quand même, honnêtement, au début de ma lecture. Et voilà, j'ai poursuivi parce que je savais qu'il y avait de la qualité derrière, je savais que ça allait me plaire, on m'avait prévenu, etc., etc. Mais quand même, je pense que c'était pas forcément nécessaire. On sent que l'auteur sait vraiment ce qu'il fait, vers où il va, quelle surprise il nous réserve, etc., etc. Pour ça, la plume, j'ai rien à redire. Mais vraiment, je pense qu'en fait, juste, il s'est écouté lui et pas forcément le côté lecteur qu'il aurait après. Et il a pris son temps parce qu'il a envie de prendre son temps. Et voilà, moi, c'est le sentiment qui m'a donné en fait pour le début de la lecture. Donc j'étais un petit peu mitigée, pas hyper emballée au tout début. Mais après honnêtement, je vous rassure, du coup j'ai quand même beaucoup aimé suivre la partie où elle arrive du coup dans cette école d'assassins, où elle va apprendre qui forme le groupe de sa classe, qui vont être ses amis ou pas du tout. Et puis quels sont ses cours, quels sont les différents professeurs, etc. Évidemment, elle va peiner, sinon c'est pas drôle. Et il va lui arriver 20 000 trucs pas très chouettes, c'est plus des mésaventures que des aventures en tant que telles. Et donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais en général je suis vraiment assez bon public quand on parle d'assassins. Alors j'ai pas trouvé que c'était au même niveau que la guilde des ombres. Mais quand même, franchement, la plume est quand même très qualitative. Il y a quand même un univers qui est vraiment bien construit. Il se passe vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup d'étapes, etc. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était un récit qui était quand même très intelligent, très bien mené, etc. J'ai aimé l'univers assez sombre qui se dégageait. J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient assez crédibles aussi dans les réactions des personnages, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi aimé suivre Mia en tant que telle, de suivre son évolution. Parce que quand on la découvre, elle est quand même assez petite, assez jeune. Et donc, pareil, ça se passait sur quand même un grand laps de temps. Et j'ai aimé vraiment suivre son évolution. Même par exemple, pour prendre un exemple, au niveau de ses peurs, dans l'univers, elle a un chat ombre, un non-chat, je ne sais plus exactement comment on dit, qui absorbe en gros toutes ses peurs et qui fait que du coup, voilà, elle a quand même de la poigne, elle a pas peur de grand chose, elle va vite, je vais pas dire au frontal, mais au devant, etc. Elle agit et tout, parce qu'elle a cette peur qui, du coup, est vraiment amoindrie, en tout cas, grâce à ce chat ombre qui s'en nourrit. Et puis à un moment, dans une des péripéties, le fait est qu'elle en est privée. Et donc elle se rend compte qu'en fait, si elle a autant de facilité, c'est grâce à lui. Et en fait,
enfin elle change de point de vue et elle veut apprendre à surmonter ses peurs elle-même, à gérer ça, à devenir plus forte, etc. etc. Et j'ai trouvé que c'était très très chouette du coup après de la voir évoluer dans ce sens-là, de devenir de plus en plus badass, pas uniquement dû à sa formation, mais aussi parce qu'elle en recherche elle-même, voilà, d'évoluer de ce côté-là, d'apprendre de nouvelles choses, de passer outre, enfin vraiment de se surpasser, etc. Et du coup, pareil, j'ai trouvé ça assez crédible comme fonctionnement, même si, on va avouer, c'est pratique, justement, ce chat ombre dans l'histoire, avec certains éléments qui lui tombent dessus, et c'est pas des situations hyper évidentes tout le temps. Mais du coup, pareil, ça rajoutait un petit peu de crédibilité, ça faisait que le scénario était moins facile aussi. Et je suis vraiment très très curieuse, en fait, de voir jusqu'où elle va aller dans son évolution. Outre du coup juste son apprentissage en tant que tel, d'assassin, des poisons, du combat, etc., etc. On la voit vraiment évoluer comme ça à différents niveaux. Elle est bonne dans certains cours, dans d'autres elle est assez mauvaise, etc. Et donc de la voir évoluer vraiment à son rythme, j'ai vraiment aimé cette partie-là, de suivre cet apprentissage. Alors forcément le tome 1 est vraiment concentré sur son apprentissage. Dans le tome 2 je pense qu'on va vraiment se détacher de cet aspect-là. Mais il glisse et il est super lourd. mais donc voilà, je suis très curieuse de voir la suite des événements. Il y a quand même voilà, quelques points que j'ai vu venir, mais je pense que c'était voulu de la part de l'auteur. Et d'autres où je me suis ramassé des petites claques comme ça. Donc franchement, bien joué de la part de J. Christophe. Et donc voilà, je suis très curieuse de voir ce qu'il me réserve pour la suite. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre sans révéler forcément les gros points essentiels, parce que quand c'est dense comme ça, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont mis au compte-gouttes pour justement la révélation finale, etc. Et du coup voilà, je ne peux pas trop en dire, et les éléments où vraiment j'ai envie d'en parler, je ne peux pas, comme d'habitude. Mais bon, je suis pas là pour vous spoiler. Mais voilà, en tout cas j'avais entendu d'excellents retours dessus sur Nevernight. Et je suis très très contente de l'avoir sorti du coup de ma pâle, et de pareil de pouvoir faire mon propre avis à mon tour, et pareil que mon avis pour le coup ne soit pas un unpopular opinion et que je l'apprécie aussi visiblement au même titre que tout le monde, surtout que les notes pareil sont progressives sur Livre Addict et dans mon entourage aussi, donc j'espère que ça fera pareil la même chose de mon côté bien évidemment, parce que là on frôle les coups de cœur et j'espère que quand on arrivera au tome 3 on sera un vrai coup de cœur assumé. Donc voilà, je vous tiens au courant dans les prochains bilans, mais j'ai vraiment hâte voilà, de voir vers quoi on s'étend, surtout que pareil l'univers, maintenant que normalement on va un peu quitter ce côté cours, apprentissage, école, etc. va aussi s'étendre, et il a l'air quand même bien vaste derrière. Donc voilà, en dehors il y a d'autres personnages que j'ai envie de retrouver aussi, de découvrir un peu plus. Il y a encore beaucoup de questions en suspens, donc c'est plein de promesses, et voilà, j'ai très très hâte. Ensuite, une deuxième duologie, c'est celui-ci, donc L'Engrangetant, le tome 2. Je pense que ça s'appelle juste comme ça, il n'y a pas d'autre titre. Je vérifie quand même. Les heures obscures, voilà. Marqué ici à l'intérieur. Et pareil, le résumé ne dit franchement pas grand-chose. Je vérifie des deux côtés. Ah, voilà. Donc on nous disait, installée dans la ville de Kelvie, au cœur du royaume de Fréhenne, Sophie de la Pointe s'efforce de reprendre le contrôle de sa vie depuis les tragiques événements qu'elle a dû fuir à Aigleport, sa contrée natale. Surtout, elle tente d'oublier le prince Dimitri et les sentiments nouveaux, grisants mais dangereux, qu'elle a fait naître en elle. À l'aide de Farandole, sa fidèle Oranima, et d'Elias, son nouvel ami horloger, la jeune femme s'entraîne sans relâche pour intégrer la prestigieuse académie horologique dont elle a toujours rêvé. Le temps décide autrement lorsque Sophie se retrouve malgré elle mêlée à une série de meurtres de tisseurs de temps qui menacent de lui faire éclater une sombre vérité. Et tant que j'y pense, il faut quand même qu'on se le dise, au début de l'histoire, il y a un petit résumé spoilant de 4 pages du coup sur le tome 1. Et franchement, si les autres maisons d'édition pouvaient faire pareil, ça nous arrangerait, il faut le dire. C'est chez Hachette, merci d'avoir fait ça. J'ai souvent craché chez eux parce qu'ils n'ont pas terminé les sagas, parce que d'autres choses, etc. Mais franchement, quand il y a du bon, il faut le dire aussi. Et ça, j'ai grandement apprécié, même si ça faisait pas très longtemps que voilà, je les avais lus et que j'avais encore bien l'histoire en tête. Mais quand même, ce procédé, merci.
Et donc, comme le dit le résumé, ben, on suit à nouveau donc, le personnage de Sophie qui a changé d'endroit, donc elle arrive à Calville plutôt qu'à Aigues-le-Port. Et elle est là pour globalement refaire sa vie, essayer d'oublier un peu Dimitri, ses sentiments, etc. Et les péripéties qu'il y a eu en fin du tome 1, mais ça je peux pas trop révéler. Et clairement, vivre de sa passion, de ce qu'elle veut faire, donc être horologue, on l'a dit juste avant, j'ai oublié. Et bref, de faire du coup toutes ces séries d'horloges qui, du coup, c'est le thème du livre, ont une âme. Et donc elle est là pour cette ville parce que vraiment c'est là que ça a commencé à être créé, c'est là qu'il y a des écoles, des académies, où vraiment si elle doit apprendre, s'il y a suffisamment de demandes, etc., c'est l'endroit où elle doit être, c'est the place to be. Et du coup, j'ai été un petit peu déçue parce que je vous avoue, en fait, je m'étais pas penchée sur ce résumé avant de commencer ma lecture, étant donné que c'était une duologie, voilà, que j'avais encore le truc en tête et tout. Vraiment, je me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai pas lu le résumé et j'ai commencé ma lecture sans avoir du coup en tête le côté meurtre qu'on avait, du coup, qui était annoncé quand même. Et oui, on voyait à la couverture qu'il y avait un petit côté changement d'endroit, un petit peu plus ville sombre, un peu un côté victorien comme ça. Et donc c'est ce que j'attendais autant pour l'univers. Autant je ne m'attendais pas à voir ce côté un petit peu Jack l'Éventreur, on va dire. Qui allait, pareil, souvent avec ce petit côté londonien un peu sombre, pluvieux, je vous disais victorien, etc. Et en fait, c'est cette partie-là qui ne m'a pas vraiment pleinement convaincue. Parce que ce que je cherchais dans cet univers, c'était le côté un petit peu plus steampunk, un petit peu plus de magie. Je voulais vraiment qu'on mette les Oranima au cœur même de l'histoire. D'avoir plein d'interactions avec ces personnages-là, parce que Dieu seul sait qu'ils sont hyper attachants, hyper drôles, certains il leur arrive certaines choses où j'ai des petits pincements au cœur quand même si, j'ai très vite vu le dénouement de ce tome, mais quand même, ça m'a pas laissé de marbre non plus. Et du coup, dans ce tome-ci, Sophie donc va arriver dans une ville où il y a un tueur qui s'en prend vraiment aux horologues, je pense. Ah, j'ai vraiment un doute sur le nom, ça va pas. Mais voilà, bref, à ces créateurs d'Oranima, on va dire. Et il y a toute une série de meurtres. Et déjà, elle va être angoissée forcément pour sa propre peau, ça c'est logique. Mais aussi, comme elle revient dans le temps, c'est sa grand-mère qui enquête dessus et qui assez rapidement va la pointer du doigt en se disant toi t'as un truc à voir dans l'histoire. Et donc elle va forcément côtoyer aussi sa grand-mère, elle va commencer à enquêter, etc. Et je vous avoue que c'est le côté d'enquête qui est un peu quand même le gros fil rouge de cette histoire, enfin de cette suite. Ne m'a pas tant emballé que ça parce que justement j'ai déjà lu quand même beaucoup de livres dans cette thématique, toujours un petit peu de Jack l'Éventreur, ville sombre, pluvieuse comme je vous disais, etc. Et pour le coup, j'étais un peu obligée de le comparer à ce que je lisais de similaire et je l'ai trouvé un petit peu en dessous de ces autres titres. Et voilà, du coup c'était un petit peu dommage. C'est pas que c'était mal fait, mais déjà voilà, j'ai clairement vu l'identité du tueur venir d'assez loin. Il n'y a pas eu de grosses révélations me concernant. Et après voilà, c'était pas non plus complètement mal fait, ça crevait pas forcément les yeux, mais pour avoir l'habitude de ce genre, de lire d'autres thrillers, etc. J'ai trouvé ça un petit peu facile ou quoi. Et du coup forcément je n'ai pas été pleinement embarquée du coup dans cette enquête, dans cette histoire, et il m'a manqué du coup l'autre partie où j'attendais vraiment qu'elle soit plus développée avec tous ces Oranima et tout ce côté steampunk et ouais, toutes ces petites machines et tout. C'est vraiment ça que j'attendais, c'est ça qui me manquait depuis la fin du tome 1 où voilà, j'avais un coup de cœur sur ces personnages et donc forcément c'est ça que j'attendais aussi, qu'il soit à nouveau beaucoup plus développé, et surtout voilà, elle quittait l'endroit pour se consacrer à ça. Après il y a une partie qui est quand même mise en avant, on apprend justement comment ça s'est plus ou moins mis en place, quelle est la réglementation autour de ça, il y a de nouveaux personnages mécaniques, etc. C'est pas non plus inexistant, mais
bah, ça reste quand même en second plan, je trouve, par rapport au tome 1, où c'était quand même plus mis en avant. Même si dans l'un ou l'autre, il y a toujours une enquête qui se fait, qui est complètement différente dans les thèmes. Mais voilà, ici j'ai trouvé que c'était voilà, trop mis en second plan. Et mais, du coup j'ai trouvé ça assez dommage. Donc à nouveau, je ne sais pas s'ils resteront à long terme dans ma bibliothèque ou non. Voilà, je le laisse encore un petit peu, mais j'ai un doute que, voilà, qu'ils y restent pour longtemps, parce que pareil, je crois que j'ai mis du coup 16 au tome 1 et du coup 15 au tome 2, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça reste de bonnes notes, de bonnes lectures, que je vous conseille toujours si vous aimez le genre, etc. Ça se lit, mais là pour le coup vraiment tout seul, c'est écrit très grand, etc. Et donc voilà, ce sont des chouettes moments, mais pour le coup celui-ci je m'attendais à aimer au moins au même niveau que le tome précédent, et ça n'a malheureusement pas été le cas. Ensuite, on est arrivé officiellement dans l'automne et donc j'ai profité de l'occasion pour sortir et commencer cette série. Regardez comme je suis matchy avec cette couverture. Est-ce que je dois vraiment me présenter? L'Automne Cozy du coup de Caroline Millet, plus connue sous le nom de Caro from Moonland, que j'adore la suivre, j'adore ce qu'elle fait, je suis fan. Et du coup, le résumé, au cas où, nous dit: découvrez le guide de l'automne cosy de Caro from Woodland. À mi-chemin entre le journal, l'almanach, l'herbier, le livre de recettes et le manuel de bricolage, mon automne cosy vous permettra de profiter pleinement de cette saison douce et magique. À lire sous un plaid accompagné d'une boisson chaude et de quelques petites gourmandises de saison. Mon Dieu, c'est la meilleure description du monde. Donc, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, on a plusieurs parties du coup qui composent à chaque fois, c'est une collection, hein. Donc il y a mon hiver cosy, mon printemps cosy et prochainement il y aura mon été cosy. Mais donc voilà, donc moi j'avais attaqué donc par celui-ci qui était son premier livre. Alors autant ça fait un moment que je l'ai dans ma bibliothèque et je l'ai déjà ouvert parce qu'il y a toute une partie des chapitres sur tout ce qui va être recettes, les classiques, hein. Le pumpkin latte, le pumpkin pie, je peux en sortir d'autres grands sûrement comme ça que tout le monde a vu, des veloutés de potimarron, des recettes aux pommes par milliers et ainsi de suite, des banana bread, des brownies, etc., que des bonnes choses. Et donc je l'avais déjà ouvert plusieurs fois pour faire justement quelques recettes qui étaient donc écrites et illustrées par Caroline. Mais je n'avais jamais pris le temps en fait juste de lire toute la partie d'avant qui est parfois on va dire informative sur certaines fêtes. Par exemple ici on a la fête païenne de Mabon. On a du coup toutes des petites parties DIY aussi, ce qu'elle aime bien faire d'habitude. Une partie tournée vers tout ce qui va être des plantes, des bricolages toujours. Une petite partie sur des lectures qui sont conseillées, des films, je peux le faire pareil, des séries, vous avez reconnu Gilmore Girls. Enfin bon, il y a vraiment tout ce qu'on peut piocher des petites joies de l'automne effectivement pour le rendre cosy. Et voilà, on voit que c'est très personnel comme vision et en même temps ça parle, je pense, à chacun parce que c'est vraiment des plaisirs qu'on aime tous retrouver dans cette saison. Et pareil, je ne sais plus vraiment, je pense que si je l'avais dit dans la vidéo de la pâte du pumpkin, qu'avant moi je détestais l'automne. Vous constatez que ça a changé. Mais parce que vraiment avant moi l'automne c'était le froid, c'était la pluie, c'était la déprime, il fait noir, enfin juste tous les inconvénients. Et je n'arrivais pas à voir tous les aspects positifs que regorge également cette saison. Et donc j'ai vraiment travaillé sur moi au fur et à mesure des années. C'est en partie passé par les lectures, par le Pumpkinton Challenge, mais aussi par toutes les choses qui sont décrites par Caro from Woodland dans ce petit bouquin, en la suivant, en suivant d'autres comptes, en faisant les choses par moi-même aussi, en commençant à installer forcément mon intérieur, des décorations, que ce soit des petites illustrations, des vêtements, des plaids, des bougies, de commencer à faire des pâtisseries, de faire des promenades en forêt, etc., de faire des sorties au potironnerie ou au pumpkin patch, je vais y arriver. Enfin bref, toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place pour quand même égayer la saison. Et au fur et à mesure des années, du coup, j'ai commencé à apprécier cette saison à sa juste valeur.
tout en comptant le fait qu'il y a toujours les mêmes défauts. Et c'est ce que fait ici aussi Carrefour Moulande avec ce petit condensé voilà, ce petit conseil, cette petite bible de comment justement rendre cette saison meilleure, comment en profiter, quels sont ses bienfaits, voilà, ses avantages, etc. Et je l'ai trouvé très très chouette, ça se lit tout seul, hein, en vrai, en 1 heure, parce qu'on va pas lire toutes les recettes d'affilée, voilà, c'est même pas une demi-heure je pense, c'est plié. Mais c'était tout doux quoi, c'était vraiment une petite bulle, un petit cocon, c'est doudou, c'est joli à regarder, etc. Voilà, ça donne plein d'idées, juste, je n'ai vu que du positif, il n'y a rien de révolutionnaire dans le genre non plus, qu'on soit bien clair, mais je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque, je suis très curieuse de voir aussi ce que me réservent du coup les autres tomes. Parce que voilà, il y a des choses qui sont évidentes pour l'hiver bien évidemment, mais je suis sûre qu'il y a certaines choses auxquelles je n'ai pas pensé, que je ne fais pas moi-même, que je ne sais pas dans les informations de base, etc. Et donc voilà, j'ai envie de m'enrichir de cette manière-là aussi. Et donc ça y est, j'ai commencé en ouvrant et en prenant vraiment le temps de lire du coup cet ouvrage. Et si vous ne l'avez pas, qu'attendez-vous, c'est un incontournable désormais de la saison. Et donc voilà, en tout cas, je l'ai lu et je suis très très contente. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter pour aujourd'hui, c'est pareil, un livre que j'attendais vraiment de sortir de ma bibliothèque. Et à la base, je l'avais réservé pour le printemps. Et puis finalement, quand j'ai su que le tome 3 sortait à l'automne, j'avais envie d'être voilà, prête au taquet en même temps que tout le monde, de le découvrir en même temps, etc. parce qu'il me faisait vraiment très envie. C'est celui-ci, donc Absolu, le tome 1 c'est Les Mobilisés. Le résumé nous disait « Entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an ». Amis depuis l'enfance, Prim et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation des Rides, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les Mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme, ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Pour Prim et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Édouard, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Je vous l'ai déjà une paire de fois, je pense, ce résumé. Mais bon, pour ceux qui ont pareil, ils n'ont pas vu les autres vidéos comme ça, vous ressentirez un petit peu le truc. Et c'est donc un livre de science-fiction, mais qui me faisait très envie, parce qu'il me rappelait un petit peu la vibe, le labyrinthe, un peu la Hunger Games, ces territoires, etc. Et j'étais très nostalgique de retrouver des lectures dans ce genre, donc quand j'ai su qu'il existait et que j'ai vu des retours absolument excellents dessus, je n'avais qu'une hâte, c'était de les lire. Et comme d'habitude, j'attendais toujours que tous les tomes soient sortis pour les commencer. Et donc ça y est, donc là je peux vous dire que j'ai commencé le tome 1, enfin je l'ai commencé terminé, puisque le tome 3 sort en novembre et du coup je serai donc à jour. Alors, le problème quand on attend vraiment beaucoup d'un livre, c'est que souvent on finit par être déçu. Pas qu'il est surclassé ou quoi, mais je pensais l'aimer en fait juste davantage, c'est juste ça. Je lui ai mis pour l'instant 16 sur 20, alors c'est un 16,5, mais on n'était pas encore sur le 17 genre de Nevernight de niveau qualité ou quoi. Mais je suis quand même confiante pour la suite. Et j'ai beaucoup aimé les personnages, le personnage de Prim, même si je vous avoue que ça m'a un peu perturbée qu'un garçon s'appelle Prim alors que moi Prim dans ma tête c'est la petite sœur de Katniss, mais bref. Mais en règle générale j'ai eu beaucoup de mal avec les prénoms, parce que autant Johanna et Edward ça va, autant en fait il y a plein de fois dans l'histoire, on dit que ça se passe voilà, en Pologne à Varsovie, mais du coup les prénoms vont avec et il y en a beaucoup. Où je ne suis pas habituée en fait à les lire ou quoi, dans le sens par exemple il y a une Lucia, alors le L, il y a, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a, dans le L il y a une petite barre en diagonale comme si on barrait la lettre, et pareil le I c'est un genre de J, il y a un genre d'Alexander pareil, enfin il y a toujours ces barres là, j'ai plus d'autres exemples en tête, Micolage ou quoi.
Enfin, il y a plein, je sais pas vous le dire parce que souvent par l'écrit en fait que ça bug. Mais bref, de manière générale, il y avait du coup plein de prénoms où je peinais vraiment à les lire, nom ou nom de famille, parce que je ne savais pas vraiment comment prononcer en fait, est-ce que le J devenait un I comme dans certaines langues, comment on prononçait du coup quand ces lettres étaient barrées avec cette diagonale, enfin bref. J'ai un peu peiné sur les noms, je vous avoue. Autant je voyais voilà, au nom qui était qui, enfin voilà, je savais repasser les personnages, je savais me les imaginer, etc. C'était assez visuel ou quoi. Autant à la lecture, je rebuguais toujours un petit peu, ou alors je réinventais un peu les noms dans ma tête, mais bref, ça ne concerne peut-être que moi. Mais donc sinon, j'ai aimé du coup ces personnages. Ils apportent vraiment tous quelque chose à l'histoire, et c'est une histoire qui est écrite du coup en roman choral. On suit plusieurs points de vue, c'est-à-dire la catégorie spécifique du coup dans laquelle je l'ai intégrée pour le Pumpkinton Challenge. Et donc vraiment on a des personnalités très différentes, avec des caractères très différents, des spécialités vraiment plus soignants, plus guerriers, plus érudits, etc. qui donc amènent vraiment à chaque fois un angle, un axe différent sur les situations. Et donc c'était très chouette, c'était bien équilibré, etc. Maintenant, je n'ai pas eu de coup de cœur en fait pour les personnages, et je pense que c'est ça en fait que j'attendais en fait simplement en plus. Et qui fait qu'il y a un coup de cœur vraiment pour l'histoire ou non, c'est cet attachement où j'ai trouvé très chouette. J'avais rien à redire sur aucun, je les ai pas trouvés trop blancs, trop noirs ou quoi, peut-être un ou deux dans le tas mais sans plus. Et parfois il y a eu des décès et ça m'a pas touchée autant que ce que j'aurais voulu, autant que ce que j'aurais cru, parce que je n'étais pas suffisamment attachée à eux. Mais voilà, il se passe des trucs moches, il se passe des trucs trash. Je comprends les réactions de certaines personnes en mode genre comment t'as pu me faire ça, Margot Dessen. donc voilà, non franchement j'ai pas grand chose à leur reprocher, juste voilà, moi mon attachement n'était pas encore suffisant pour que vraiment je sois transpercée, que je vive le truc à fond, même s'il y a beaucoup de tensions, il y a énormément de péripéties, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui restent vraiment dans le flou, il y a plein de questions, on termine le tome 1 ici et encore 1000 points d'interrogation autour de ma tête. Donc non, c'était très chouette, j'ai aimé cet univers. Je vous dis, le plus proche que j'ai lu c'était le labyrinthe, vu qu'ils sont enfermés dans cette zone, du coup avec des créatures aussi. Je peux d'ailleurs vous la montrer, elle est illustrée juste ici. Et donc voilà, j'ai aimé ce côté où il y avait plusieurs clans qui s'attaquaient les uns avec les autres, il y avait des petites guerres de territoire, etc. Et j'ai aimé découvrir, ça j'étais assez étonnée, que en fait chacun développait un peu des pouvoirs, et donc de découvrir les pouvoirs de chaque personnage ou quoi. Et la manière dont ils allaient être utiles ou non, enfin ce genre de choses. Donc voilà, donc dans l'ensemble franchement j'ai bien aimé, ça s'est lu très rapidement. Vraiment ça défile, le fait que justement qu'on passe d'un point de vue à l'autre à chaque fois, pareil ça est dans le même sens, ça fait vraiment un gros roulement où on passe d'une situation de là-bas au territoire à quelqu'un qui est là-bas et ainsi de suite, donc vraiment on a le truc en continu. Donc non franchement c'est un très chouette livre. Et donc je me joins en fait à l'avis général comme quoi je vous les conseille forcément. Ça faisait longtemps que j'avais envie de lire à nouveau, voilà, je vous disais, un livre dans ce style-là. Et donc je suis très heureuse qu'ils ont intégré ma bibliothèque. Mais voilà, je n'ai pas eu de coup de cœur pour les personnages. Et donc c'est vraiment le seul défaut, je pense, que je peux vous dire ici, à ce stade. Parce que ouais, je me suis pas attachée à eux comme c'était le cas dans Katniss ou Pita ou quoi, qui subissent le truc de l'intérieur. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment la seule chose, mais qu'est-ce qui aurait fait que je m'attache plus ou non? Je ne sais pas trop, parce qu'en soi ils sont quand même assez bien développés, je trouve. Enfin c'est pas une psychologie non plus hyper compliquée, ça reste du young adulte ou quoi, mais je sais pas. Peut-être que dans le tome 2 je découvrirai d'autres personnages et que là j'aurai vraiment un coup de cœur. Et je suis en train de me rendre compte aussi que je vous ai pas dit, mais c'est un des premiers livres aussi où je lis, et il y a un personnage qui s'appelle Lise, comme moi. Et du coup pareil, je suis contente par contre de l'avoir appréciée et de pouvoir m'être retrouvée un minimum en elle, voilà, qui est chef des armées. et voilà, ça c'est ta petite parenthèse, mais sinon non, franchement j'ai beaucoup aimé la fin de ce premier tome. Pareil, je ne peux pas vous la révéler.
Mais je trouve qu'on s'arrête à un très bon moment. J'étais prévenue qu'il allait y avoir un cliffhanger. Et du coup, c'est pas tant les dernières phrases qui m'ont surprise. Mais il y a d'autres éléments avant qui clairement, je me suis dit, ah, mais là franchement, ça devient intéressant, on prend une direction que je pense que je vais bien aimer. Et donc c'est là que je suis vraiment très confiante aussi pour la suite. Et pareil, je vous tiens au courant dans les prochains bilans. Et voilà, c'est à nouveau tout pour cette sélection de mes lectures du mois. Comme d'habitude, voilà, je ne lis pas 15-20 livres par mois comme d'autres. Hein. On fait suivant son programme, ses dispos, son rythme de lecture, tout ça, tout ça. Mais dans l'ensemble, je suis assez satisfaite. Même si je vous dis, il y a certains livres, voilà, je m'attendais à plus les aimer globalement. C'est pas des lectures en fait où je me suis dit à la fin en fait non, j'ai pas aimé, c'était une mauvaise lecture, j'ai vraiment été déçue, ils ont gâché par rapport à l'autre ou quoi. Non, certaines m'ont juste moins plu personnellement, mais voilà, c'est vraiment un goût complètement perso. Je suis confiante du coup pour les sagas qui sont terminées, elles sont terminées dans tous les cas. Et pour justement celles que j'ai en cours d'Absolu, de Nevernight ou quoi, je suis d'autant plus confiante pour la suite. Donc voilà, j'ai toujours hâte de les découvrir. Et voilà, n'hésitez pas forcément, comme d'habitude, à faire un retour dans les commentaires, à me dire si vous avez lu tel ou tel livre, ce que vous en avez pensé, tout ça, tout ça. Et pareil, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut mettre comme emoji si juste vous voulez laisser le petit coucou. Est-ce qu'il y a un truc qui se dégage vraiment? Pas spécialement, mais comme on est un petit peu sur des trucs de temps ou quoi, enfin... non, j'ai pas forcément d'idée, donc on va prendre justement, hop, voilà, je le revois en me remettant face à vous, des petites feuilles qui tombent ou des petites feuilles d'érable ou quoi, etc. Si vous voulez juste, voilà, laisser une petite empreinte, ça me fait toujours plaisir, évidemment. Et moi, je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo, comme d'habitude. Salut!